OK. Vous vous m'entendez bien? Sup OK, super. Désolée, c'est, juste être sûre d'être sûre de pas parler dans le vide. Bon alors du coup, moi je m'appelle Claire Pluchart, je suis, praticien hospitalier en pédiatrie à Reims, en hématopédiatrie et donc je m'occupe d'une petite cohorte d'enfants drépanocytaires. Et j'en profite juste pour quand même féliciter le patient qui vient de parler et effectivement, c'est hyper émouvant pour nous quand vous revenez, dans le service, nous dire coucou. Parce qu'en fait, c'est dur de vous laisser partir, sachez-le. Bon bref, moi je m'occupe j'ai la lourde tâche de vous présenter le dépistage, néonatal et les soucis à l'heure actuelle, qu'on a avec celui-ci dans le cadre de la drépanocytose. Alors, hop, je vais y arriver, c'est juste que techniquement voilà, superbe. Bon alors, d'un point de vue global, pas seulement la drépanocytose, pourquoi est-ce qu'on dépiste les nouveau-nés? Parce que donc ils peuvent être atteints de maladies graves et tout l'intérêt du dépistage, c'est quand ces maladies graves ne sont pas directement symptomatiques. Donc on ne peut pas faire le diagnostic tout de suite et par contre, on sait que pour certaines maladies, on a des mesures préventives qui vont éviter les conséquences négatives. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne peut pas dépister tout. Par exemple, les trucs pas graves, ben, il n'y a pas d'intérêt. Ou les trucs qui seraient graves, mais qu'on n'a rien à faire malheureusement pour limiter l'évolution, ça ne sert pas non plus, même si c'est cruel, je suis d'accord. Et c'est la raison pour laquelle il n'y a que quelques maladies qui sont dépistées à l'heure actuelle. En termes d'historique, ça n'a pas du tout commencé par le syndrome drépanocytaire majeur. C'est donc en 1972, on a commencé par dépister une maladie qui est assez rare. Ça s'appelle la phénylcétonurie. Et ensuite, ça s'est étendu à 3 autres maladies, l'hypothyroïdie congénitale, l'hyperplasie congénitale des surrénales et la mucoviscidose. Et vous avez entre parenthèses à chaque fois ce qu'on appelle la prévalence, c'est-à-dire le nombre d'enfants qui naissent atteints de ce syndrome. Donc vous voyez, c'est quand même pas des trucs super fréquents. Par exemple, donc à titre d'exemple, la phénylcétonurie, c'est un enfant sur 16 286. Mais ça a un intérêt parce que c'est des maladies super graves et on peut faire quelque chose. Alors, pourquoi faut dépister la drépanocytose? Bon alors, on a dit c'est pas la fréquence qui est importante, mais néanmoins on va quand même insister lourdement dessus. C'est la maladie génétique, ou en tout cas une des maladies génétiques les plus graves et les plus fréquentes en France. C'est par comparaison aux prévalences dont j'ai parlé sur la diapositive précédente, un enfant sur 1332. Donc on n'est pas du tout à un enfant sur 16 000 ou 18 000. La prise en charge précoce, à quoi elle va servir? En fait, elle va être fondamentale parce qu'elle va permettre de notamment prévenir cette grosse complication des premières années qui sont les infections graves à germes encapsulés, pneumocoque, méningocoque. En élargissant les vaccins, en mettant de l'uracilline rapidement dès qu'on a le diagnostic et en faisant surtout l'éducation parentale sur la conduite à tenir en cas de fièvre. Le deuxième souci, c'est les complications anémiques. Et là encore, savoir que l'enfant a un syndrome drépanocytaire majeur va permettre d'éduquer les parents à la reconnaissance des signes d'alerte. Et enfin, troisième chose à détecter, qui va être importante, c'est ce qu'on appelle les vasculopathies cérébrales. Et donc, les détecter précocement permettra à beaucoup de ces enfants d'éviter cette horrible complication qui s'appelle les accidents vasculaires cérébraux. Alors, comment ça se passe sur le plan historique maintenant du dépistage de la drépanocytose? Ça commence en 81, il y a des expériences pilotes qui se font en Guadeloupe et en Martinique. En 92, c'est étendu à tous les départements et collectivités d'outre-mer. Et en 95, ça arrive en métropole avec le dépistage, cette fois-ci ciblé de la drépanocytose en Île-de-France. Donc c'est hyper important, là, tout de suite, de s'arrêter un petit peu. Jusque-là, pour toutes les maladies dont j'ai parlé auparavant, on parlait de dépistage généralisé. D'ailleurs, on ne précisait pas parce que c'était tous les enfants. Et là, voilà, grosse nuance, puisqu'on va en parler tout le long, hein. C'est ce fameux dépistage ciblé de la drépanocytose qui va se faire donc d'abord en Île-de-France en 95, et puis ça va être étendu progressivement. Et l'ensemble du territoire va bénéficier de ce dépistage ciblé à partir de 2000. Hop. Alors, c'est quoi cette histoire de dépistage ciblé? En fait, le rationnel est le suivant. Ce qui se passe, c'est que en fait, le risque d'être porteur d'un trait drépanocytaire, d'être AS, hétérozygote AS, est parallèle et se calque sur les cartes des zones d'endémie palustre. Parce qu'en fait, il y a eu un avantage sélectif au fur et à mesure des générations
un avantage sélectif qui a fait qu'en fait, quand vous avez le trait drépanocytaire, vous êtes protégé des formes graves du paludisme. Et c'est quand vous avez le trait drépanocytaire que vous êtes à risque d'avoir un enfant drépanocytaire. Donc le rationnel, c'est celui-ci, et ça a permis de définir dans ce dépistage ciblé la question, le premier et le deuxième critère que vous avez en bas de la diapositive, c'est celui de l'origine. La première façon de cibler un enfant, de savoir si on considère qu'il est à risque ou pas d'avoir la drépanocytose, c'est est-ce qu'il vient d'une des régions à risque qui est citée. Et donc, au début, je me suis dit, cette diapo est horrible, il y a beaucoup trop de lignes, mais en fait, j'ai décidé de la laisser comme ça pour justement vous puissiez voir le nombre de pays et de régions qui sont précisées. Et oui, c'est imbitable, on est tous d'accord. Donc, du coup, ça, c'est les deux premiers critères, l'origine. Donc, soit si les deux parents de l'enfant qui vient de naître, là, la maternité qui est tout mignon, sont originaires d'une région à risque, alors vous allez cocher cette fameuse case dont on va parler après. Ou alors un des deux, si le deuxième, vous ne savez pas quelle est son origine. Le deuxième critère, donc on a dit ça, c'est l'origine. Le deuxième critère, c'est les antécédents. Donc ça, c'est le critère 3 du bas de ma diapo. C'est est-ce qu'il existe, pour ce petit bébé, des antécédents familiaux de syndrome drépanocytaire majeur dans la famille. Et enfin 4, il y a quand même un espoir et un flou sur lequel on joue plus ou moins. C'est-à-dire que si vous avez un doute sur l'origine ou les antécédents, vous avez le droit de cocher la case. En pratique, c'est compliqué, n'est-ce pas? Donc du coup, vous allez donc les critères, soit de l'origine, soit des antécédents familiaux, sont censés être identifiés par un interrogatoire des deux parents. Donc à la maternité, vous imaginez, voilà, maman, elle n'a pas dormi de la nuit, papa non plus, et vous arrivez là comme une gagnante, vous êtes élève sage-femme ou puéricultrice ou interne de pédiatrie. Et vous les ambiancez sur leur origine. Et donc, du coup, et puis leurs antécédents, super sympa. Et si vous trouvez un de ces critères, donc, vous allez cocher une case spéciale nouveau-né à risque de drépanocytose sur ce fameux carton de Guthrie que je vais vous montrer après. Et ça, donc la dame qui va ensuite, au 3e jour, faire la prise de sang, elle va en fait voir cette case et faire en plus des petits ronds de sang sur le carton pour les autres maladies qui, elles, bénéficient du dépistage généralisé. Elle va voir cette case et donc elle va rajouter 2 petits ronds de sang pour l'étude de l'hémoglobine. C'est ce que vous allez voir, si j'y arrive, là. Voilà. Et donc, du coup, vous voyez le rond entoure donc ces fameuses 2 taches de sang supplémentaires pour les enfants qui sont donc ciblés ou on considère qu'ils sont à risque. Et en dessous, vous avez cette petite case qui est quand même minuscule, n'est-ce pas, où c'est écrit donc nouveau-né à risque de drépanocytose, oui. Et donc, si vous cochez, alors il y aura l'étude de l'hémoglobine pour voir si l'enfant est drépanocytaire. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'étude de l'hémoglobine? Alors, je ne suis pas biochimiste. Donc, c'est juste pour vous montrer qu'en fait, en gros, on a souvent ce terme générique de électrophorèse de l'hémoglobine. Bien sûr, c'est plus compliqué que ça. Et donc, il y a différentes techniques possibles dans les labos. Alors, qu'est-ce qu'ils choisissent, quand, quoi, comment? Je ne sais pas. Mais non, toujours est-il que le but de ces, par exemple, 3 techniques-là que vous avez en illustration, c'est de voir quel est le type d'hémoglobine qu'il y a dans le sang de l'enfant. Un nouveau-né, il a de manière prédominante un truc qui s'appelle l'hémoglobine fœtale, parce que c'est l'hémoglobine qui marche bien quand vous êtes dans le ventre de votre maman. Et ensuite, ce qui va se passer dans les dernières semaines, mois de la vie intra-utérine, puis surtout en fait pendant les 6 premiers mois après votre naissance, c'est que vous allez diminuer votre synthèse d'hémoglobine fœtale et faire une hémoglobine officiellement, du moins en tout cas, faire une hémoglobine plus performante pour la vie en dehors du ventre de votre maman, qui s'appelle l'hémoglobine A ou adulte. Et ce qui se passe dans la drépanocytose, c'est que du coup, vous n'avez pas de gène pour faire de l'hémoglobine A. Les gènes ont des mutations qui font que donc vous n'avez pas d'hémoglobine A et le plus souvent, ce que vous avez à la place, c'est l'hémoglobine S ou S autre chose, mais bon, on va essayer d'être simple. Et donc, ce qui se passe, c'est que la vraie définition, le signe d'alerte pour les biochimistes qui font le dépistage, c'est l'absence d'hémoglobine A. C'est la définition. Et donc, quand ils détectent qu'il n'y a pas l'hémoglobine A sur un premier test, ils en font un deuxième. Si le deuxième montre toujours qu'il n'y a pas d'hémoglobine A, alors, warning, il y a tout un réseau en fait, qui est fait et qui, à la fin, aboutit à ce qu'un clinicien appelle les parents et dise
Voilà, c'est toujours difficile. Voilà, c'est un autre sujet, cette histoire d'appel. Donc je m'étendrai pas dessus. Mais bon, bref, qui se débrouille pour voir ce petit bébé et refaire une prise de sang. Parce qu'on le verra après, mais c'est hyper important de recontrôler encore une fois pour être vraiment sûr qu'effectivement, il n'y a pas d'hémoglobine A et que l'enfant est atteint d'un syndrome drépanocytaire majeur. Voilà toute la course. Alors, on va commencer par les choses positives, c'est-à-dire les bénéfices du dépistage. C'est important avant de râler. Donc, du coup, c'est quoi les bénéfices du dépistage? Bah, c'est que, par exemple, là, vous avez les chiffres du nombre d'enfants dépistés de 2008 à 2020. Merci au docteur Thuré pour la diapo et d'autres. Et donc, du coup, voilà, tous ces enfants-là qui ont été dépistés, eh ben, ils ont bénéficié d'une prise en charge précoce du syndrome drépanocytaire majeur. Ils ont bénéficié de leur auraciline, de leur vaccin, de l'éducation parentale. Et ça leur a permis de mieux vivre et d'éviter une tonne de complications pendant leurs premières années de vie. C'est ce qu'illustre l'étude EVA-DREP, pareil, docteur Thuré, qui en fait inclut, donc ça c'est une étude donc en France sur les avantages du dépistage néonatal. Alors bien entendu, aucune étude sur le plan éthique n'a comparé des gens où vous auriez fait le dépistage et puis vous faites comme si vous n'étiez pas au courant et puis un groupe où vous êtes au courant. Ça c'est pas éthiquement possible. Mais ce qu'on a fait, c'est que du coup, dans ces études-là qui ont en fait regardé comment ça se passait pour les enfants qui avaient été dépistés, ils ont comparé ça aux chiffres antérieurs, avant le dépistage, et on a regardé comment ça se passait pour eux. Et donc, ce qui se passe, donc, par exemple, pour ces 1602 enfants inclus qui ont été dépistés de 2006 à 2006, c'est qu'on a vu une diminution du pourcentage de mortalité en lien avec la diminution du taux de complications infectieuses graves. Et puis, en troisième point, comme on l'avait déjà dit dans la présentation, le fait de dépister tôt les vasculopathies cérébrales a permis qu'il y ait moins de complications à type d'accidents vasculaires cérébraux. Mais bien entendu, il y a des problèmes. C'est comme ça. Donc du coup, alors ça, c'est les problèmes du dépistage, mais tout venant, qu'ils soient généralisés ou ciblés. Tout dépistage n'est malheureusement pas quelque chose de parfait, parce qu'en médecine, rien n'est jamais parfait, bien sûr. En fait, quand vous dépistez un enfant, quelle que soit la maladie que vous allez détecter, ou pas détecter d'ailleurs, il y a des soucis. Parce que voilà, les analyses de labo ne sont pas parfaites, rien n'est parfait jamais dans la vie. Le premier problème, c'est les faux négatifs. Donc ça, c'est la grosse hantise, bien sûr. C'est quoi? C'est l'enfant, en fait, il est malade, mais malheureusement, votre test ne l'a pas vu. Comment ça peut arriver dans la drépanocytose? C'est par exemple si l'enfant il est né très précocement, c'est un grand prématuré, parce qu'en fait il est né tellement tôt que le switch où l'hémoglobine fœtale baisse et l'hémoglobine A ou S monte, en fait on est trop précoce. Et donc on voit quasiment que de la F et on n'arrive pas à interpréter, on croit que voilà, bon bref ça bug d'un point de vue technique et donc on croit que l'enfant n'est pas malade alors qu'il l'est. L'autre souci, on va dire, un peu plus fréquent, ou en tout cas plus compliqué, et, voilà, qui amène toujours des péripéties supplémentaires, c'est la transfusion. Alors, ça n'a l'air de rien, mais effectivement, quand vous cochez la nouveau-né à risque, etc., c'est hyper important pour le biologiste de savoir s'il y a eu une transfusion ou pas de cet enfant. Parce que ce que vous allez transfuser, c'est l'hémoglobine A. Et donc, c'est hyper important de savoir d'où vient l'hémoglobine A. Est-ce que c'est la sienne ou est-ce que c'est celle de la transfusion? Alors, c'est pareil, on pourrait se dire que c'est hyper facile de savoir ou pas que l'enfant a été transfusé. En fait, des études ont montré que c'était une info hyper compliquée et qui était très mal rapportée, dans un sens comme dans l'autre. Soit les gens oublient de cocher, l'enfant a été transfusé, et malheureusement, on croit qu'il est AS, du coup. Donc ça, c'est un vrai souci. Soit, en fait, il n'a pas été transfusé en globules rouges, mais il a eu d'autres médicaments, et à tort, les gens cochent la case transfusion. Donc, en fait, on veut recontrôler, alors qu'en fait, il n'y avait pas besoin. Donc ça, c'est les faux négatifs. Les faux positifs, c'est l'enfant n'est pas malade et le dépistage vous fait croire qu'il l'est. C'est l'inverse. Alors ça, souvent, c'est des problèmes techniques, c'est parce qu'en fait, on n'arrive pas bien à voir la bande A, et c'est parce qu'il voilà, y a plein d'hémoglobine fétale, ça la cache, entre guillemets. Voilà, je vous parle, du moins, je ne suis pas encore une fois au labo, ni biochimiste, c'est ce que j'ai compris de ce bazar-là, de cette étude de l'hémoglobine, mais c'est ce problème-là. En fait, on n'a pas vu qu'il y avait une fameuse hémoglobine A qui était là, et donc on croit que l'enfant est malade et il ne l'est pas. Et c'est pour ça que quand on voit les enfants, il faut refaire la prise de sang pour vérifier qu'effectivement, ils ont bien une absence d'hémoglobine A qui signe la maladie. Et enfin, l'énorme souci des pertes de vue, c'est le truc le plus angoissant du monde. Vous savez que l'enfant, il a vraisemblablement un syndrome drépanocytaire majeur et vous n'arrivez pas à trouver cet enfant.
parce qu'il y a un souci de coordonnées, d'adresse, de je sais pas quoi. Voilà, ça a été mal écrit, mal fait, ou les gens ont déménagé, ou voilà. Ça, c'est bon, archi angoissant, ça arrive chaque année. On fait tout ce qu'on peut, entre guillemets, pour essayer de retrouver de manière polie. On mène l'enquête, PMI, pédiatre, médecin, etc. Mais il y a quelques enfants comme ça qu'on n'arrive pas à retrouver. Mais ça, c'est pas propre à la drépanocytose, c'est pour tous les dépistages. Qu'est-ce qui est propre à la drépanocytose? C'est ce bazar du dépistage ciblé. Donc, premier souci, c'est que j'ai fait exprès de parler extrêmement lourdement de toutes les étapes. L'interrogatoire, le fait qu'il faut penser à cocher cette case, puis après, il faut que la personne voit que la case est cochée, puis que les 2 ronds soient remplis de sang, etc. C'est archi lourdingue et à chaque étape, en gros, ça peut bugger, tout simplement. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà, si l'hôpital public allait super bien, ça pourrait foirer à chaque étape. Mais en plus, on est moyennement en forme, et puis il y a un turnover des équipes de fou parce que tout le monde se fatigue très vite et puis qu'il n'y a pas assez de personnel. Et donc, il faudrait se dire qu'en fait, à chaque nouvelle personne qui peut potentiellement s'occuper du dépistage et aller voir ses parents, il faudrait la former super bien sur tous les pays, etc. Bon, bien sûr, ça n'arrive pas. Alors, je suis désolée parce que je vais un peu raconter ma vie, mais c'est comme ça. Moi, je pense qu'un de mes premiers traumatismes concernant la drépanocytose, c'est quand j'avais même pas encore prévu de faire de l'hématopédia, tout ça. J'étais interne en pédiatrie, je vais à la maternité en stage, super. On me dit, ah, t'occupe-toi des buteries, gna gna gna, donc je vais voir les parents. Alors, le seul truc qu'on m'avait dit, c'est fais signer pour la mucoviscidose, etc. Bon, super, génial, donc je fais signer, etc. Et en fait, pendant les 48 premières heures, personne ne m'a jamais dit cette histoire de drépanocytose. Et donc, pendant mes 48 premières heures, à la maternité, je n'ai jamais demandé les pays, les antécédents, machin, et je n'ai jamais coché cette case. Bon, heureusement, au 3e jour, je m'en suis rendu compte, et j'ai rappelé tout le monde, mais ça arrive sûrement tous les jours, tout le temps, à plein d'autres personnes que moi. Et bon, voilà, j'ai partagé avec vous cette horrible expérience. Et c'est pour dire que c'est archi lourdingue, parce que ce n'est pas systématique, parce que ce n'est pas généralisé, parce qu'il y a 15 000 étapes à faire. Donc ça, c'était l'organisation médicale paramédicale. Bon. Après, il y a l'histoire du plan épidémiologique, ce fameux rationnel des zones à risque. Alors, c'était peut-être vrai dans les années 80. En 2000, sûrement déjà moins. En 2022, ça commence à devenir compliqué. Parce que, et c'est très bien, les gens bougent, d'accord, et il y a des mouvements de population, voulus ou pas voulus, mais bon, voilà. Il y a un truc qui s'appelle le métissage des populations, et au fur et à mesure des générations, ça va quand même être de plus en plus compliqué de savoir quelles sont les origines des gens. En plus du fait que voilà, c'est toujours moyennement sympathique de leur demander, moi je trouve. Bon, ça c'était un argument du dessus que j'ai oublié de dire, mais en fait, soi-même, est-ce qu'on sait à 15 millième degré au-dessus de nous d'où nous venons et de quel pays nous venons? C'est quand même archi compliqué et ça peut en tout cas le devenir de plus en plus en termes d'interrogatoire. Après, il y a le plan économique. Parce qu'en fait, ce qui se passait, c'est qu'effectivement, on pouvait se dire, ah super, c'est hyper pratique, dans la drépanocytose, il y a une histoire d'origine, ça permettra de faire moins d'études de l'hémoglobine et gagner un peu d'argent, on le fera que aux gens à risque, quoi. C'est purement ça. En fait, ce qui se passe, c'est que, et c'est la raison pour laquelle j'ai parlé des histoires de prévalence, c'est que je vous ai montré la fréquence en fait de la drépanocytose, qui est donc de 1 sur 1332 en 2000, 1 sur, ouais, c'était un peu moins fréquent en 2016. Je n'ai pas mis à jour cette diapo. Bref, donc c'est une prévalence extrêmement importante. Et donc, à partir d'un certain seuil de prévalence, c'est plus économique de le faire à tout le monde plutôt que ça devient tellement fréquent que c'est plus pratique de le faire à tout le monde que de ne pas le faire à tout le monde et de risquer de louper des cas. Parce que si on parle de manière très très crue et horrible et de l'économie de la santé, quand vous loupez un diagnostic et que l'enfant n'arrête pas d'être hospitalisé parce qu'on croit qu'il a autre chose alors qu'en fait il a une drépanocytose, d'une certaine manière, ça coûte de l'argent aussi. Bref, c'est horrible, je suis désolée. Toujours est-il que donc il y a eu un consensus européen en 2018 qui a été publié et qui avait pour but d'essayer d'homogénéiser les pratiques et qui a dit une maladie devient, du moins, il faut faire un dépistage généralisé, ça devient économiquement viable quand la prévalence est au-dessus de 1 sur 6000, on est largement dessus. Et puis bien entendu, le truc le plus important peut-être, les arguments éthiques et de bien rendu à la société.
Donc, faut savoir que voilà, des pays qui, d'habitude se comment dire? Voilà, en termes de comment dire? De soins et de solidarité et cetera, ou de systèmes de santé plus ou moins sympas, sont plutôt dans le moins sympa, type Royaume-Uni et les États-Unis. Et ben, ces pays-là, ils font le dépistage systématisé. Parce que dans ces pays, et puis plein d'autres en fait en Europe, Espagne, Pays-Bas, et cetera, le dépistage ciblé, il est considéré comme non éthique, comme discriminatoire, injuste et dépassé. Voilà. Donc, au vu de tout ça, en 2012, la chaise est saisie. Et on dit, voilà, est-ce qu'il ne serait pas pertinent tout de même, au vu de tous ces arguments, d'arrêter de, voilà, sans regard de critères de ciblage, dépister tout le monde? Et non, malheureusement, ils ne sont pas d'accord. Alors pourquoi ils n'étaient pas d'accord? Parce qu'ils disent qu'en fait, au final, la proportion de personnes, qui ont, un syndrome drépanocytaire majeur, la proportion de cas détectés, si vous voulez, reste stable alors qu'en fait, on dépiste de plus en plus de monde. Donc ils ont l'impression que ça, c'est une espèce d'argument pour dire que la question de la région d'origine est toujours valable. Ensuite, ils disent qu'en fait, voilà, ça revient à ça également. Il y a l'échec du dépistage, en fait, il est plutôt lié à une mauvaise application de cette histoire de ciblage qu'au ciblage lui-même. La troisième argument, c'est de se dire, en fait, c'est un peu compliqué parce que si vous dépistez tout le monde, alors vous aurez plus de résultats sur les enfants qui sont par exemple hétérozygotes AS ou les histoires d'autres hémoglobinopathies, etc. Qu'est-ce que vous allez faire de ça? Et puis enfin, il n'y avait pas de, il disait qu'il n'y avait pas de données robustes sur est-ce que vraiment il y avait beaucoup d'échecs ou pas, et les données sur l'état de santé de ces enfants. Il n'y avait pas de données. Donc du coup, le but a été de... Plein d'équipes ont essayé de répondre en fait à ces arguments. Alors, est-ce que dépister les hétérozygotes est vraiment un problème? Bon, la réponse est dans la question, bien sûr. Voilà, on est pas mal. Bon, les drépanocytologues considèrent que non. Et que c'est plutôt, en fait, bénéfique, cette histoire. Pourquoi? Parce qu'en fait, du coup, si vous élargissez à tout le monde, vous allez pouvoir détecter, par exemple, tout ce qui est les autres hémoglobinopathies, les thalassémies, et les prendre en charge précocement. Et puis, en fait, il y a l'histoire de l'information, quoi. Moi, je dis toujours, drépanocytose, c'est comme Voldemort. Harry Potter, il n'a pas peur de dire Voldemort. Il le dit, Voldemort, Voldemort, Voldemort. Et en fait, quand vous parlez de la drépanocytose ouvertement, etc., vous allez pouvoir en fait donner une meilleure information et peut-être profiter du fait qu'on a détecté chez un couple un enfant hétérozygote pour commencer à parler de ça, pour leur donner les moyens d'avoir des informations sur un éventuel diagnostic anténatal pour leur future grossesse, ou en tout cas leur donner les moyens d'avoir des informations et de pouvoir décider comme des grandes personnes qu'ils sont, ce qu'ils veulent faire après. Voilà. Donc, voilà. Préparer les grossesses ultérieures des parents et puis de l'enfant lui-même qui du coup est au courant de ça quand il sera plus grand, et voilà, il pourra décider de savoir ou pas, ou c'est lui qui verra. Donc ça permet une meilleure information des familles concernant la drépanocytose elle-même, de réduire les préjugés puisqu'on parle vraiment de la pathologie. Et toute la question ensuite, quand même, ça a pondéré ces sortes d'informations par le fait qu'effectivement, il manque du personnel. C'est déjà assez compliqué de s'occuper des enfants vraiment, du moins malades, qui ont un syndrome drépanocytaire majeur. Comment faire l'information concernant les traits drépanocytaires? Alors, il y a pas mal de centres qui, du coup, ont comme solution d'envoyer des courriers. Moi, je fais ça aussi, j'avoue. Et c'est vrai que je trouve que c'est pas mal parce qu'effectivement, ça donne le choix aux parents de ou pas me recontacter s'ils ont besoin de plus d'infos, et en tout cas d'avoir l'information. Donc ça, c'était un des arguments. Ensuite, sur cette histoire de est-ce qu'on a des données sur les échecs? En fait, oui. Donc, il y avait une première étude du docteur Thuré en 2010 qui montrait quand même 18 cas d'échecs au niveau national. Elle avait recensé 18 cas sur 6 ans. Ça faisait 2,1% des nouveau-nés diagnostiqués pour cette période. C'est quand même pas négligeable du tout. Et qui, en parallèle, avait fait une étude prospective où il y avait eu un dépistage systématique de tous les enfants nés en Bouches-du-Rhône. Alors, c'est sûr qu'à pondérer par le fait que c'est une zone de forte prévalence par rapport à la prévalence générale en France. Et elle avait quand même, du moins, ils avaient rattrapé 10 cas, c'est énorme. Et ensuite, en 2018, une autre étude qui, cette fois-ci, donc, a été sur un temps beaucoup plus court, sur 4 mois, en Île-de-France. Il y avait une étude prospective qui a dépisté tout le monde.
qui avait voilà, transformé le dépistage ciblé en dépistage généralisé. Et là, il y avait 5 cas en 4 mois qui avaient été rattrapés, soit 7,6% des cas diagnostiqués, ce qui encore une fois est énorme sur aussi peu de temps. Donc ça, c'était des premières études. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que en fait, on a eu une expérience malheureuse dont on va parler par la suite sur Reims. En fait, sur la même année, on a eu 3 cas d'échec de diagnostic de drépanocytose, qui sont probablement aussi en lien avec le fait que, d'une certaine manière, plus vous dépistez. Et dans les zones où effectivement il y a moins d'enfants drépanocytaires, je pense qu'il y a aussi moins le réflexe de cocher cette fameuse case. C'est connu, par exemple en Ile-de-France, en fait, il y a 70% des enfants qui auront la case de cocher. En Bretagne, c'est 11%. Reims, on doit être comme la Bretagne, quoi, en gros. Hein. Et donc, bref, 3 cas d'échec sur l'année, dont un cas affreusement dramatique dont on va parler par la suite, qui nous ont littéralement traumatisés et qui ont fait que, donc, avec ma collègue, le docteur Rémion, on a fait ce travail où on a en fait contacté tous les centres pour faire appel à leur mémoire sur les échecs qu'ils avaient eus de diagnostic d'enfants qui avaient échappé au dépistage néonatal de la drépanocytose de 2005 à 2017. Et donc le but, c'était à la fois de voir combien avaient échappé, en sachant qu'on n'était probablement pas... il nous manquait des cas, mais bon, ça permettait d'avoir une espèce de première image, illustration de ce problème. Et puis, pourquoi est-ce que ça n'avait pas marché? Et quel était leur état de santé au diagnostic? Ce qui est important de savoir, c'est que du coup, tout l'enjeu, c'était ça. C'était ces enfants ont fini par être diagnostiqués comme drépanocytaires. Et mais le truc discordant, c'est que sur leur gueutrie, ou en tout cas, voilà, ils n'ont pas bénéficié du dépistage. Pourquoi? Donc ça n'a rien à voir avec l'histoire de faux négatifs, faux positifs, perdu de vue, tout ça, ce qui est aussi intéressant à analyser. Mais nous, c'était vraiment ça, ils sont drépanocytaires, pourquoi ils n'ont pas été dépistés? La discordance entre le carton et ce qu'ils sont, en fait. Donc du coup, ce qu'on a analysé, donc on avait 23 enfants, et donc l'âge moyen au diagnostic, au bout de combien de temps on s'est enfin rendu compte qu'ils étaient drépanocytaires? C'est 21 mois, c'est énorme, moi je trouve. Mais vous voyez qu'en fait, vous avez le minimum et le maximum, c'est 2 à 78 mois. C'est encore plus énorme. Ce qui est hyper intéressant et qui va s'expliquer par la suite, c'est dans le type d'hémoglobinopathie. Donc on a dit le plus souvent, en fait, quand on est drépanocytaire, on est SS, ok, mais on peut être aussi d'autres choses. Et donc, d'habitude, SS, c'est vraiment beau, c'est majoritaire si vous voulez. Et là, en fait, c'est la moitié de nos patients. En gros, l'autre moitié est ce qu'on appelle double hétérozygote. S, bêta-thalassémie, SC et S, dépunjable, c'est un variant encore plus rare. Alors, c'était quoi les circonstances diagnostiques? 13 enfants, c'était parce qu'en fait, on avait fait le diagnostic sur des complications type crise vaso-occlusive ou infection. 31%, c'est sur une anémie, des découvertes soit fortuites sur un bilan, soit sur signe clinique, fatigue, pâleur, ictère. Et enfin, 2 sur des consultations demandées par les parents qui disaient, au fait, on n'a pas eu l'info sur... parce que, par exemple, soit il y avait des antécédents, ou alors ils avaient déjà un enfant atteint. Or, on ne sait pas pour lui qu'est-ce que ça a donné. Et puis là, en fait, les gens se rendaient compte qu'il n'y avait pas eu de dépistage. Donc voilà pour les circonstances. Et donc, alors c'était un échec du ciblage, ou est-ce que c'était... qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, donc sur ces 23 enfants, 19 enfants avaient effectivement, ils rentraient dans les critères, soit pour l'origine, soit pour les antécédents, soit pour les deux. Et une originalité, si vous voulez, du travail, c'est que par ailleurs, donc ça, si vous voulez, ces 19 enfants, ils confortent le fait que quand bien même il y aurait que des enfants drépanocytaires qui auraient dû être ciblés, etc., le ciblage est hyper compliqué. C'est de nouveau cette histoire de multi-étapes, etc. Les 4 autres enfants, et ça c'était l'originalité de ce mémoire, eux, ils ne présentaient pas de critères de ciblage. En fait, le ciblage, ils échappaient à ce dépistage ciblé. Parce qu'en fait, les origines étaient beaucoup trop lointaines, et surtout, c'était les origines que d'un côté, par exemple. Parce qu'il y avait cette histoire des 2 parents, officiellement, qui rentraient en jeu dans le dépistage ciblé. Et il n'y avait pas l'histoire d'antécédents non plus. J'ai bientôt fini, ne vous inquiétez pas. Donc tout ça pour revenir sur cette histoire d'origine et d'antécédents qui peut paraître extrêmement simple au départ et qui en fait est affreusement compliquée à la fin.
Parce que l'origine, voilà, on revient sur ce que j'ai déjà dit, à savoir le changement dans l'épidémiologie de la maladie. Le fait que voilà, il y a un métissage de plus en plus important, une mondialisation, si vous voulez, et c'est tant mieux, encore une fois. Et donc ça va rendre de plus en plus difficile le fait de pouvoir se dire qu'il faut se restreindre à cette histoire des 2 parents originaires de régions à risque, etc. Donc, bon, bien sûr, vous avez compris, nous, on milite pour le dépistage généralisé, mais au minimum syndical, ce qu'il faudrait, c'est l'élargissement des critères à déjà un seul parent. Ça permettrait d'élargir un peu plus ce truc assez trop étroit pour nous. Donc ça, c'est l'histoire de l'origine. Et après, sur les antécédents, c'est vrai que c'est archi flou. Quand on dit dans le critère 3, antécédents sans rendre drépanocytaire majeur, c'est-à-dire, par exemple, qu'est-ce que vous faites si la personne vous dit ma tata est AS ou il y a une thalassémie du côté de mon grand-père? Parce que comme on sait que justement, il va y avoir de plus en plus ces doubles hétérozygotes, S bêta-tal, S machin, S truc, c'est quand même une donnée archi importante. Or, officiellement, si vous êtes hyper obtus, etc., vous ne devez pas cocher. C'est quand même compliqué. Et donc, du coup, voilà, quel est le degré de parentalité requis? Quid des traits drépanocytaires, des notions de bêta-thalassémie dans la famille? Et donc, au minimum, pareil, il faudrait au moins élargir à... En gros, le concept, c'est si quelqu'un vous parle que dans sa famille, il y a un truc avec le globule rouge, il faudrait cocher. Voilà. Donc, du coup, ça, c'était pour pourquoi, quelle est la discordance et les circonstances de l'échec, si vous voulez. Alors, bon, on en revient à notre traumatisme rémo-rémois et à la notion d'impact clinique. Ce qui s'est passé, c'est que donc, dans cette cohorte de 23 enfants chez qui donc, le diagnostic n'a pas été posé par le dépistage néonatal, nous, en fait, on a eu un diagnostic a posteriori chez une petite fille qui est arrivée aux urgences et qui est décédée en 1 heure de manière fulminante de son choc septique, plus méningite, plus septicémie, plus tout ce que vous voulez à pneumocoque. Et chez qui, a posteriori, peut-être 1 ou 2 heures après, quelqu'un m'appelle en me disant, en fait, elle est drépanocytaire, cette petite. Alors, c'est compliqué parce que comme elle avait 16 mois, on n'a pas pu récupérer le carton de gris de départ, donc on ne saura jamais où est-ce que ça a foiré. Elle était typiquement dans les critères de ciblage. Ses 2 parents étaient originaires de régions à risque, mais voilà, ça n'a pas été fait, point. Et c'est la catastrophe. Donc, il y a elle et puis il y a tous ces autres enfants, donc ces autres 23 enfants. Et dans les 23 enfants, il y a énormément d'enfants qui avaient déjà présenté des complications infectieuses. Donc, 2 enfants au total auront présenté avant le diagnostic une méningite à pneumocoque, dont 7 enfants, mais il y a un autre enfant aussi, du coup. Des infections type ostéomyélite, des pneumopathies, un ou plusieurs épisodes. Les enfants ont eu beaucoup d'errements diagnostiques, notamment à cause de crises vaso-occlusives qui n'ont pas été diagnostiquées comme telles parce qu'on ne pensait pas qu'ils avaient la drépanocytose. Et concernant les vasculopathies cérébrales, il n'y a pas eu d'AVC, parce que c'était quand même une population relativement jeune. Mais par contre, quand même, c'est pareil, c'est une enfant qui vient de Reims, une petite demoiselle qui, au diagnostic, avait un Doppler transcrânien limite, et d'ailleurs, depuis, il est devenu pathologique. Donc, on est très content d'avoir fini par faire le diagnostic. Voilà. Donc, tout ça pour dire que le combat continue. En fait, voilà, la HAS a été saisie de nouveau. Alors, 2020 ou 2019, je ne sais pas, mais toujours est-il que la réponse est toujours en cours et en attente, parce qu'entre-temps, il y a le Covid, etc. Et donc, bref, le combat continue. Bon, pour la petite histoire, moi, en 80, je n'étais pas née. En 2000, je passais mon bac. Et l'année prochaine, j'ai 40 ans. Et 40 ans pour dépister de manière généralisée le syndrome de drépanocytaire majeur, c'est quand même très, très long. Voilà. Ah, voilà. Merci beaucoup pour ce topo très complet sur le dépistage de la drépanocytose. Donc, je pense qu'on a des questions éventuellement. Alors. Ah, pourriez-vous donner la référence de cette étude? Vous tapez... Mon nom. Ouais, vous tapez mon nom avec un T à la fin. Non, mais en fait, sur la diapo, parce que je pense que vous aurez les diapositives, non? En fait, il y a le titre. Du coup, quand j'en parle, le titre, c'est le titre de l'article. Donc, vous aurez la référence comme ça.
Ok, peut-être que Valentine, tu peux nous dire quelques mots si tu as des informations sur justement la réponse de la HAS, quels sont les délais attendus, effectivement, puisque cette fois-ci, sérieusement, ils ont quand même fait beaucoup d'interviews pour redécider à nouveau de cibler ou de ne pas cibler le dépistage de la drépanocytose. Et je crois qu'il y a eu vraiment de très nombreux entretiens et beaucoup, si ce n'est tous, qui étaient en faveur d'une généralisation du dépistage. Oui, en effet, il y a eu tout un round, un tour de piste là qui a été fait. C'était à peu près à l'automne 2021. Et on s'attendait à avoir une réponse de la HS fin 2021. Il semblerait que cette réponse ait été retardée à fin 2022. On n'a pas de réponse tant qu'effectivement elle n'est pas officielle. On a beaucoup d'espoir qu'elle puisse être positive et qu'elle généralise le dépistage à l'ensemble des nouveau-nés sur le territoire métropolitain. Et en effet, c'était en tout cas la très grande majorité des avis d'experts, avec, comme l'a dit Claire tout à l'heure, une petite interrogation néanmoins sur les moyens qu'on aura ou pas d'ailleurs pour rendre l'information des hétérozygotes, parce qu'ils sont très nombreux, comme tu l'as dit. Et c'est une information qui est assez importante à moyen terme. Donc c'est un peu la seule zone d'interrogation. Alors, on peut aussi probablement imaginer que pour les hétérozygotes, on puisse mettre en place une procédure commune à l'ensemble des centres de référence et de compétences d'information des familles, voire un courrier type donnant effectivement des informations, le lien pour avoir accès, par exemple, au film de Corinne Pondaré, la possibilité après de reprendre quand même un rendez-vous avec le médecin spécialiste si on veut des informations complémentaires. Donc c'est vrai qu'on pourrait imaginer une procédure un peu type, mais de notre côté, puisque donc il est bien considéré que ça ne concerne pas le dépistage néonatal côté HAS, eux ne s'intéressent qu'à la prise en charge des patients, des malades. Il y a une question, pourquoi cela a-t-il pris autant de temps en dépit de la mobilisation de tous? La réponse qui a été donnée, c'est que les choses ont pris du retard. Je parle pour la période récente. Je pense que Claire a bien répondu. Il y a toute une première partie où le bénéfice économique, enfin la balance économie-bénéfice n'était pas très claire pour les autorités. Et pour la deuxième partie, c'est-à-dire depuis cette deuxième interrogation de la HAS, le retard pris a été mis sur le compte du Covid, ce qui est pratique. Je pense que ça les a aidés pour plein de choses. Voilà, il est aussi demandé finalement si on est en situation de faire en fait un diagnostic de loupé de dépistage avec un enfant qu'on va diagnostiquer tardivement et qui n'aura pas été dépisté à la naissance. Alors, normalement, là, il y a une procédure de déclaration auprès du CRDN dont dépend le lieu de naissance. C'est-à-dire que ces échecs de dépistage sont répertoriés au fil de l'eau maintenant, et il y a même une fiche qui est type, et donc il faut joindre le CRDN dont dépend la maternité où est né l'enfant. D'ailleurs, on peut quand même souligner le travail important du CRDN dans la collecte, dans le retour, à la fois évidemment dans le rendu des premiers résultats et le pointage des patients, mais surtout dans la collecte en retour des informations pour avoir un listing qui est extrêmement exhaustif. Et donc, c'est maintenant centralisé, fait par le CRDN, et on peut saluer le travail qui est effectué. Pas d'autres questions? Et pour l'instant, bonjour à tous et merci beaucoup à Claire Pluchart de sa magnifique présentation qui était très vivante et très didactique. Pour l'instant, je n'ai pas d'autres questions sur le chat. S'il y a une question qui arrive, les hôpitaux sont-ils équipés pour dépister tout le monde si on passe au dépistage universel?
Ouais. Oui. Alors moi, il y a des laboratoires, enfin c'est pas tous les hôpitaux qui dépistent, il y a des laboratoires de référence. Par exemple, moi, je peux répondre pour le laboratoire de Robert Debré, qui est le plus gros laboratoire, mais qui est un petit peu biaisé par la population d'Île-de-France. Mais typiquement, le docteur Alaf, qui est responsable dans ce laboratoire, dit que le dépistage universel va entraîner 30% de dépistage en plus, ce qui est tout à fait absorbable avec les techniques actuelles, sans problème. Puisque aujourd'hui, il y a un dépistage de 70% des nouveau-nés en Île-de-France. Donc c'est une augmentation de l'activité de 30%. Mais ça, c'est une faible augmentation compte tenu de la prévalence en Île-de-France. C'est probablement vrai que dans d'autres laboratoires, ça représentera une importante augmentation d'activité, mais enfin, c'est très, très automatisé. Donc, ce n'est pas tant au niveau du laboratoire que ça pose souci, c'est plus après, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le rendu des hétérozygotes surtout, qui va augmenter. Parce que vous avez vu qu'en nombre de dépistés, c'est très important de les dépister vraiment et de ne pas les rater. Mais en nombre de cas ratés, ce n'est pas ça qui va faire la différence réellement dans les laboratoires. Il y avait une remarque également sur le chat concernant la question pour Claire Pluchart, savoir comment faire remonter éventuellement les échecs du dépistage. Et Corinne Pondaré indique qu'on peut envoyer un mail à Claire Pluchart et à elle-même, à Créteil, qui feront le relais auprès du CRDN. C'était une information. Alors, en province, en général, on s'adresse à notre CRDN directement. Oui, bon, après, voilà, on s'était posé la question éventuellement d'essayer de répertorier en temps réel les échecs. C'est un beau projet. Bon, pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions sur le chat. On peut peut-être, s'il n'y a pas d'autres questions, oui. On peut peut-être passer à la table ronde, s'il n'y a pas de questions, et remercier Claire Pluchart, Valentine et Isabelle Turet pour leur participation. Merci à vous. Merci. Ah si, excusez-moi, il y a juste une question qui vient d'arriver. Une personne qui demande, je ne sais pas si j'ai loupé cette explication, quelles sont les différentes formes de dépistage, s'il vous plaît? En fait, c'est pendant le Guthrie, c'est ce fameux dépistage, cette prise de sang au 3e jour. Ça, c'est le dépistage néonatal. Je ne sais pas du tout si je réponds bien à la question. Ouais. Et par contre, du moins, je ne pense pas que ce soit sur les techniques de l'étude de l'hémoglobine, cette question. En gros, le dépistage, c'est ça. C'est J3 à peu près, qu'on appelle test de Guthrie par... La petite piqûre au talon. C'est ça. Voilà, et il y a encore une autre question qui demande pourquoi dans le cadre de la drépanocytose, on n'arrive pas à sauver l'enfant, à empêcher qu'il hérite des gènes drépanocytaires de ses parents, comme c'est le cas chez les mères séropositives. Parce qu'en fait, pour le coup, je m'occupe des enfants aussi nés de maman séropositive. En gros, on peut se débrouiller pour que la maman, on lui donne des médicaments pour que sa charge virale soit indétectable et qu'il n'y ait pas de transmission de son sang au sang du bébé pendant l'accouchement. Et donc, ça permet qu'il soit indemne de cette maladie-là. On le vérifie après par plusieurs prises de sang. Là, le problème, c'est les gènes. Donc, du coup, il n'y a pas de médicaments pour ça. C'est pas le même type de transmission. Écoutez, merci beaucoup à tous et à toutes. Merci à vous. Pas d'autres questions, on va peut-être passer à la table ronde qui suit parce qu'on a déjà un tout petit peu de retard.